C'est en marchant dans les entrailles que les barbares montent à l'assaut, et par le fer des haches de bataille, tailler la chair et broyer les os. Salut les petits gnous, c'est Garga, comment ça va bien? Bah moi ça va bien, merci de demander, c'est gentil. Alors, comme vous aurez pu voir sur le titre et la miniature, on va s'attaquer à une faquine, une cuistre qui fait des vidéos à la con sur YouTube. Alors ça tombe bien parce que moi aussi je suis un cuistre qui fait des vidéos à la con sur YouTube, donc un partout balle au centre, et on va donc s'attaquer à Charlie Danger de Les Revues du Monde. Alors, description, Les Revues du Monde, émission culturelle sur l'archéologie, l'histoire, l'anthropologie et les découvertes, ok. Je suis Charlie Danger, je réalise, écris et présente cette émission, jusqu'ici tout va bien. Vulgarisatrice en histoire et archéologie. Vulgarisatrice, ouais c'est vulgaire, hein, pas par les termes employés mais par les conneries qui sont racontées. Mais voilà, bon comme disait l'autre, hein, la vulgarisation c'est bien de la merde parce qu'on te chie à la gueule un tombereau d'informations plus ou moins remises en contexte, et à l'arrivée tu fais j'ai entendu un truc intéressant mais je suis incapable de m'en rappeler à cause de toutes les conneries qu'on m'a balancées dans la face. Du coup j'ai rien appris. Bon, alors j'ai décidé il y a 4 ans de lancer cette chaîne dans le but de partager ma passion. C'est bien de partager sa passion, c'est mieux de ne pas la tartiner d'une idéologie pour le moins anachronique, et je reste poli. J'essaierai de vous proposer un travail sérieux et documenté. Sérieux, bon ça reste à prouver. Documenté, ben, j'espère, par le biais de confirmation. Non, le biais de sujets passionnants et mystérieux. Oh, tout un programme. Bon, il y a les biais de confirmation, je pense aussi là-dedans, mais bon, bref, allez, on va voir. Charlie Danger, alors, nom de naissance, Charline Danger. Et ça pète en fait comme nom, hein. Je pensais pas que c'était son vrai nom. Bon, ça fait un peu actrice porno, mais ça claque quand même. Naissance 96, 26 ans. Bah putain, je lui en donnais plus. Hein. Alors je sais, on a dit pas le physique, mais en fait, comme on l'a pas dit, on va l'attaquer quand même. Parce que 26 ans, meuf, putain, à 36, t'as les bajoux qui pendent, hein. Je veux pas être méchant, mais hein. Et puis c'est quoi ces chenilles processionnaires qui se baladent là? Bon, je vais arrêter d'être méchant. Hein, gousi, 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 gousi. Regardez-moi ce petit nez mutin et porcin. Et ces petits yeux brillants de malice tels ceux d'un teckel. Bon, oh, je suis méchant, elle est mignonne. Pour une caissière de Lidl. Allez, on va arrêter d'être méchant gratuitement, on va faire ça de manière payante. Elle a grandi dans une famille d'historiens, d'anthropologues et d'égyptologues. Dame 20 dieux. Et ses parents sont antiquaires à Guérande, ouais, on sait ce qu'on dit des antiquaires, et c'est salé. Lui apprennent à dater les objets et les meubles, ok. Elle souhaitait devenir surfeuse professionnelle, ben elle aurait dû. Mais un accident lui valant une amputation d'une partie du pied l'en a empêché alors qu'il était âgé de 15 ans. Ah, oups. C'est dommage, surtout pour l'histoire. Après avoir passé son baccalauréat littéraire, elle commence des études en histoire de l'art, je vois, et en archéologie sans toutefois les terminer, je vois. Elle lance sa chaîne YouTube de vulgarisation historique, blabla, ok, elle est invitée au musée pour tourner une vidéo, blublu, elle corrige les affirmations de Squeezie sur les pyramides. Paye ton fait de guerre. Ah, ça fait beau sur un CV, j'avoue. Bon, victime de harcèlement, blabla, on va pas tous faire parce qu'on s'en bat les couilles. On va passer aux choses sérieuses. Les guerriers vikings, c'est du n'importe quoi? Point d'interrogation. Ouais, plus en ou moins. 1878, une sépulture datant du milieu du Xe siècle a été retrouvée à Birka en Suède. Birka, Sur ce dessin funéraire, on peut apercevoir le squelette, mais également 2 chevaux, des flèches, une lance, une épée, une hache, un frigidaire, une armoire à tuilière. Bon, j'accélère parce que ça va me casser les couilles sinon. Ah, ta gueule, toi, c'est pas ça. La tombe d'un guerrier. Les archéologues essaient naturellement de savoir plus, bien sûr, les guerriers un peu rapide. qu'il devait s'agir d'un haut dignitaire occupant des fonctions élevées sur le champ de bataille. Problème, le corps retrouvé n'était pas celui d'un homme guerrier. En 2017, des analyses ADN révéla en effet que le glorieux guerrier viking était en réalité une meuf. Si l'anecdote peut surprendre, elle n'est en réalité pas isolée. Non, ça surprend pas tant que ça, mais bon. Ont été retrouvées en Scandinavie. Il n'en fallait pas plus pour que la presse s'enflamme parlant ainsi de femmes guerrières vikings, citant même les noms de femmes guerrières de la mythologie. Ouais, mais c'est la presse, il faut qu'ils vendent du papier, des clics. Ok, bon, là, elle fait sa pub pour Assassin's Creed Valhalla parce que c'est une femme sandwich. On va déjà faire remarquer un truc, c'est que les vikings, ce n'est pas un peuple. En fait, en Norvège, c'est quelqu'un qui viking. Le phénomène viking s'étale de la fin du... Le problème, c'est que ce terme, il concerne la Scandinavie, mais également les régions qui ont été touchées par le phénomène, comme l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, la Russie ou encore la France. Donc le terme est vraiment large. Tout ça pour dire qu'on va être obligé de fixer des limites. Plutôt que de parler de femmes vikings, on va plutôt parler de femmes scandinaves. Et contrairement à une idée reçue, eh bien elles sont loin d'être légales des hommes. Après, c'est un petit peu délicat à définir, puisque en ce qui concerne les Scandinaves de cette époque, historiquement parlant, on est un peu en manque de sources.
Ah, donc les femmes scandinaves avaient un statut inférieur à celui des hommes, mais on n'a pas beaucoup de sources pour étayer cette affirmation, mais on le sait quand même. Même si on a peu de sources, mais on le sait. Je note. Il y a une place très limitée, ce qui fait qu'on ne peut se baser que sur quelques runes placées ici et là, sur des sagas au récits semi-légendaires, ou alors sur les écrits des autres Européens qui ont été à leur contact. Et puis évidemment, il y a... Alors les autres Européens, c'était les moignons qui se faisaient refaire l'arrêt, qui étaient un petit peu traumatisés, et qui ont raconté pas mal de conneries. C'est sujet à de très nombreux débats, comme on va le voir tout à l'heure. Donc déjà, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la société scandinave de cette époque avait tendance à fortement polariser les rôles entre hommes et femmes. J'ai envie de dire, comme toutes les sociétés jusqu'au milieu du XXe siècle. La guerre, l'agriculture, la chasse, la pêche, le voyage, le commerce, l'artisanat et bien sûr la politique. Aux femmes, eh ben, on peut noter qu'elles ont le droit d'avoir des propriétés ou de demander le divorce, mais bon, elles sont surtout toujours sous la coupe d'un homme, du... Le patriarcat toxique, évidemment. Oui, t'aurais pu rajouter des trucs dans la liste des bonnes femmes, hein, parce que quand même, bon... Alors déjà qu'elles aient le droit de propriété et de divorcer, ça prouve quand même que finalement, il y a quand même une certaine... on va dire que c'est pas si naze que ça. Ensuite, bon, dans la liste pour les hommes, pourquoi on donne la guerre aux hommes? Parce qu'il faut des muscles. Hein, et que surtout si tu te fais poutrer la gueule, si tu veux refaire une population après, il vaut mieux avoir plus de femmes que d'hommes. Parce que si t'as plus d'hommes que de femmes, comment dire, entre hommes, même avec beaucoup d'amour, comme disait l'autre, ce qui sortira, ça ira jamais à la maternelle. Hein. Bon, ensuite l'agriculture, pourquoi c'est pour les hommes? Parce qu'il faut des muscles aussi. Et voilà, mais ça veut pas dire que les femmes n'y participent pas, parce que pendant que monsieur manie la charrue, madame elle récolte les petits pois. C'est comme ça que ça fonctionne. La chasse, la pêche, pourquoi c'est une affaire d'homme? Parce qu'il faut partir pendant plusieurs jours, et que pendant que t'es parti, qui c'est qui va donner la tétée au petit dernier? C'est pas monsieur, hein. En tout cas, je sais pas avec quoi il va lui donner la tétée, je veux pas le savoir. Le voyage, c'est un peu pareil, il faut se barrer, donc qui c'est qui gère les gamins, la bouffe, le foyer, tout ça, en général c'est plutôt les bonnes femmes. Même si apparemment il y avait quand même des femmes hein, qui partaient dans les expéditions, donc bon. Le commerce, ça implique de voyager. Donc voilà, il n'y avait pas moyen de faire du dropshipping à l'époque. Hein. Donc ça se faisait en voyageant. L'artisanat, c'est pareil que l'agriculture et la guerre, faut des muscles. Donc voilà, parce que quand tu passes des heures à taper sur un bout de ferraille pour forger un truc, c'est plutôt un boulot d'homme, même si du coup les femmes pouvaient aussi faire certains trucs. La politique, généralement c'est lié à la guerre. Mais les femmes aussi ont un rôle dans la politique, et on va le voir d'ailleurs plus tard dans cette vidéo. Allez, on continue. Père au mari. Du coup, on leur laisse la gestion du foyer, ce qui peut se révéler assez large. Elles se retrouvent souvent à gérer l'économie de la maison, les rituels familiaux, la couture, les enfants, parfois un peu l'élevage. Un peu l'élevage, 3 fois rien, donner à manger des carottes à des petits lapins, c'est rien. L'élevage, c'est 50% de ce que tu bouffes. L'élevage, c'est un boulot à temps plein. Donc peut-être que pour une meuf qui a grandi dans un milieu comme toi, ça paraît assez brumeux, hein, et pour toi l'élevage c'est balancer un petit peu de grain à des poules et faire gousi-gousi à des petits lapinous, mais l'élevage ça implique de traire des vaches 2 fois par jour, hein, la première traite c'est à 6h du mat, la deuxième c'est à 6h du soir, entre temps t'as d'autres trucs à foutre, donc c'est un métier à temps plein. Ensuite... garder les traditions familiales, c'est un truc qui est très respecté dans les sociétés traditionnelles, donc c'est pas un truc à part. Et gérer l'économie du foyer, c'est aussi un putain de boulot. Hein. Moi qui viens de la campagne, les mecs, quand ils avaient trop dépensé au rad, ils se prenaient un coup de poêlon dans la gueule. Hein. Ça doit être des milieux patriarcaux, oppressifs. Celui qui se prend un coup de poêlon dans la gueule parce qu'il a trop dépensé, c'est monsieur. Hein. Fait bon, hein. Et ce déséquilibre, on peut également le retrouver dans la polygynie des Scandinaves. C'est-à-dire le fait que les hommes pouvaient entretenir... Oui, la polygynie, oui, bon... Ou simplement la femme esclave. D'ailleurs, pour la petite anecdote, certains historiens proposent que c'est justement cette polygynie des hommes qui aurait lancé à la base le phénomène d'expédition en mer viking. En fait, les aristocrates qui étaient plus puissants... Il y avait d'autres... c'était multifactoriel. Et donc, voilà. Les hommes ont bien dû trouver autre part pour chercher des meufs à Cannes. J'aime l'humour.
Mais bon, ça reste une des nombreuses hypothèses pour expliquer l'émergence du phénomène viking. Mais déjà là, on voit un petit peu que le concept de femme viking tel qu'on l'entend, il prend un peu du plomb dans l'aile, puisque tout ce qui est guerre, commerce, voyage, ça ne faisait pas vraiment partie des attributions du rôle des femmes. Mais il faudrait pas se laisser piéger, les femmes ne sont pas non plus réduites au néant. Mais surtout, on n'a pas beaucoup de sources pour dire ça. Non négligeables qui font que l'on peut observer des figures de femmes fortes dans les sagas scandinaves. Elles sont même centrales dans les relations de pouvoir, parce que quand tu gères le foyer, tu as la main sur les politiques interfamiliales qui sont... Tu as la main sur les politiques interfamiliales. Les politiques interfamiliales, c'est les politiques entre les clans, en fait. Donc, en gros, c'est de la géopolitique à l'échelle locale. Donc, les femmes n'ont pas leur place dans la politique, mais elles ont quand même leur place dans la politique. Je note. Essentiel dans les relations féodales en place. La famille, c'est le noyau de la société scandinave, et le statut de gardienne du foyer de la femme est quasi sacré. Et d'ailleurs, Ah, donc c'est bien ce que je disais, hein, le statut est quasi sacré. Donc finalement, elles ont quand même un statut qui est pas si déconnant que ça. D'autant qu'on n'a pas énormément de sources. Et que d'après certaines sources, apparemment, des trucs comme le viol étaient punis de mort, même durant les raids. Donc preuve que le statut de la femme était peut-être pas si déconnant que ça. Hein. Alors oui, en fait, dans les sociétés médiévales, le statut du guerrier est au-dessus du reste. Et comme en général, c'est plutôt les hommes qui ont un statut guerrier, les femmes sont en dessous. Oui, bon... Est-ce que ça veut dire que le statut de la femme, il était relégué au statut de dispis dicunas? C'est peut-être un petit peu d'aller vite en besogne, non? Bref. Oh, le retour de la femme sandwich, putain, ça va, bon, elle est pas trop épaisse, c'est un sandwich SNCF, mais... Ensuite, un autre point intéressant, c'est que la notion de genre dans la société scandinave, elle est pas nécessairement stricte. Elle a même l'air plutôt fluide. Certaines femmes parviennent à prendre part à des voyages. Tu la sens la douille avec le genre fluide. Par exemple, Howard qui attaque son mari quand celui-ci lui annonce qu'il veut divorcer. Tatane là, putain. Les femmes pouvaient donc tout à fait prendre les armes en l'absence du mari pour défendre les biens de la famille. Et dans le cas de seigneurs puissants, eh ben ça mettait leur meuf à la tête de troupes, allant même jusqu'à leur accorder un pouvoir martial loin d'être négligeable. Ah. Donc les femmes n'avaient pas leur mot à dire dans la guerre, mais en cas de besoin, elles y allaient quand même. En tout cas, elles pouvaient gérer des troupes. Je note. Ouais. Bon, en fait, dans à peu près toutes les sociétés féodales, médiévales, c'était comme ça. Donc, ok, bien. Et du coup, qu'en est-il des femmes guerrières? Comme on l'a vu au début de l'épisode, quoi qu'il en est. Est un cas bien particulier qui a attiré l'attention des médias. On a vu je sais pas combien de titres de journaux qui reprenaient cette idée de femmes guerrières vikings. T'en fous des journaux. Confirmées. Sauf que non, ou plutôt c'est loin d'être certain. Déjà, d'un point de vue archéologique, on remarque que les excavations ont été réalisées entre 1877 et 1878. Et je vous en ai déjà parlé un paquet de fois, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la méthodologie de l'époque est loin. Ouais, il y avait Teddy de Montréal dans l'équipe. Teddy de Montréal, un fondu qui travaillait qu'à la dynamite. Quant à l'origine des morceaux d'os analysés. Et c'était l'époque. Des irrégularités entre les descriptions des archéologues du 19e siècle et celles de 2017. En fait, il y a plusieurs tombes à Birka et il est pas du tout exclu ou impossible qu'il y ait eu des mélanges à l'époque. Donc même s'il y a une possibilité pour que ce soit bel et bien une femme qui ait été enterrée ainsi, et ben on est quand même vraiment pas certain. Et quand bien même, allez, on imagine que du coup c'est bien une meuf qui a été enterrée là. Et bien cette mise en scène funéraire, elle est pas suffisante pour en faire une femme guerrière. On remarque ok. que dans les tombes vikings, en Scandinavie ou ailleurs, c'est plutôt un truc général, on place souvent des objets pour rappeler le statut ou la vie du défunt. Ainsi. Alors attends. On n'est pas sûr que c'était vraiment une meuf qui était dans la tombe, mais même si c'était une meuf qui était dans la tombe, le fait qu'il y ait des armes dedans, ça veut rien dire, même si en fait on mettait des objets correspondant à la vie du défunt dans la tombe. J'ai pas trop compris où tu veux en venir et je sais pas si toi tu sais. On a naturellement fait l'hypothèse de tombes genrées dès leur origine, avec des armes et des bijoux ou du matériel de couture pour les femmes. On est aussi tenté de penser que la tombe de Birka est celle d'une femme guerrière, puisqu'elle a été enterrée avec les attributs d'un guerrier. Ça paraît logique, 2 + 2 font 4, vous l'avez. Sauf que, comme on l'a dit tout à l'heure, la notion de genre, elle était pas fixe. Elle pouvait être un peu fluctuante, notamment pour les femmes puissantes. Une hypothèse a donc été formulée comme quoi certaines femmes ayant eu à mener par exemple des troupes en l'absence de leur mari, elles aient voulu rappeler cette fonction dans la mort. Alors, bon, déjà, affirmer que les genres étaient fluctuants, fluides, bidules, trucs, ça sort d'où? Moi je le sais, ça sort de 2 études en fait, qui ont été faites par des meufs, qui sont assez décriées, parce que... elles reprochent que les chercheurs du 19e et 20e siècle ont appliqué une vision patriarcale sur l'histoire des Vikings, et elles appliquent une vision, je sais pas comment dire, une vision trans-compatible, ou j'en sais rien, sur l'histoire. Bon, alors reprocher aux gens de faire de l'idéologie quand soi-même on en fait, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Mais bon, admettons, ce qui aurait été bien, ma louloute, le visage de l'intelligence, ça aurait été de mettre des nuances de peut-être, au lieu d'affirmer que on a vu tout à l'heure que les genres étaient fluides et pas forcément blabla. Bon.
Quand on n'est pas sûr, on ferme sa gueule, ou au moins on met des nuances. Ce mélange, et ça ne s'améliore pas vraiment quand on connaît en plus la tendance des Scandinaves de l'époque à mettre en avant et à structurer leur société en fonction d'une forme très précise de masculinité. Le pillage, par exemple, c'est un moyen de valider son pouvoir, de montrer sa force à la communauté et par la même occasion de valider son droit à la diriger. Comme dans toute société féodale, quand tu prouves que tu es fort, que tu es capable de protéger ton carré de pelouse et que tu es capable d'en acquérir un plus grand, eh ben on te donne le statut de chef. On te donne un statut supérieur à celui des autres. C'est à peu près logique, hein, bon bah ouais, c'est comme ça que ça marche dans les sociétés féodales, hein. Quand tu montres que tu es capable de ramener de la calorie, comme dirait l'autre, eh ben tu as un statut supérieur à celui qui n'en est pas capable. Ok, bon. Du coup, dès l'enfance, les activités sont très martiales. Jouer en forme d'arme, jeu de plateau maison, la roi, bref, on apprend à se battre, à se bastonner, la bagarre. Car le militarisme est un excellent moyen d'affirmer sa masculinité. Et non, le militarisme est un excellent moyen de pas se faire poutrer la gueule par le premier tocard qui vient essayer de te défoncer les gencives et de violer tes femmes et de les envoyer en esclavage. Voilà, voilà. Alors oui, pour les petits lapins qui sont biberonnés à Walt Disney, c'est peut-être monstrueux, c'est peut-être moyenâgeux, mais du coup ça tombe bien parce que les Vikings, c'était au Moyen-Âge. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Et grosso merdo, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Les militaires, ça sert à quoi? Ça sert à protéger ton pays contre les invasions extérieures. Eh ouais, c'est ça la vie, hein. Dans ce cadre, on peut noter que les premières victimes, ce sont les hommes qui se retrouvent très fortement hiérarchisés en fonction de leur capacité à se conformer à ces normes. Ce phénomène se retrouve dans les tombes, où certains hommes sont enterrés avec la panoplie complète d'armes, épées, haches, lances, etc., alors que d'autres, ils ont juste le droit à leur couteau de travail. Bah ouais, parce qu'en fait, on t'enterre avec tes outils de travail et ce qui te représentait quand t'étais vivant. Donc, si t'étais un guerrier, on t'enterre avec tes outils de travail, c'est-à-dire des haches, des épées et des boucliers. Et quand t'es un beurreur de biscottes, on t'enterre avec un couteau à beurre. Jusqu'ici, tout va bien. Cet attrait pour le combat et son caractère brutal, voire viscéral, Assassin's Creed Reloaded, putain, casse les couilles. Ouais, l'agressivité. Très historique de se battre avec deux haches. Également chez les femmes, élevées elles aussi dans cette ambiance qui glorifie ces valeurs masculines, on retrouve des exemples de filles qui s'entraînent à la martialité. Il n'est pas impossible que des femmes s'associent à des symboles masculins dans la mort afin de remettre les pendules à l'heure. Alors, afin de remettre les pendules à l'heure, les armes sont des symboles guerriers, ce ne sont pas des symboles masculins. Et pourquoi on entraîne les femmes à savoir utiliser des armes? Eh ben parce que, je vais prendre l'exemple des danses cosaques, la danse du sabre. Pourquoi on apprend aux meufs à utiliser un sabre et à se familiariser avec? Eh ben c'est parce que quand t'as une bande de connards d'ottomans qui peuvent venir pour te balancer dans un harem, il faut que tu sois quand même capable de leur taillader la gueule gentiment. Vu que t'es une proie, autant que tu sois une proie difficile à chasser. Sinon, t'es juste une victime. Voilà. Et c'est pas en se roulant en boule et en disant « Patriarcat toxique !» que le gros Abdoul, il va pas te mettre une patate dans la gueule pour te balancer dans un harem. Si tu te roules en boule en pleurant, tu vas te retrouver avec Mehmet dans le fion avant même de t'en être rendu compte. Enfin, de t'être rendu compte de ce qui se passe. Bref, allez, on passe à la suite. Surtout, le genre pouvait apparaître assez fluide si on parvenait à s'associer aux qualités valorisées de l'autre genre. En fait, selon certains historiens, il est tout à fait possible que certaines femmes considérées comme plus masculines que certains hommes aient pu tout à fait dissocier leur genre de leur identité sociale. Ainsi, selon ces historiens, on pourrait parler d'un troisième genre de femmes devenues des hommes, voire même d'une forme d'identité trans. Mais du coup, c'est là que ça devient un petit peu chiant, puisque ces femmes perdaient leur identité de femme, est-ce qu'on peut encore parler de femmes guerrières vikings? Alors ça, encore une fois, donc c'est basé sur le blabla de deux gonzesses. Et il n'y a pas beaucoup de preuves. Il n'y a pas de preuves de ça dans des écrits vikings. On n'en sait pas grand-chose. Et les études des deux gonzesses, d'une des deux en tout cas, elles tentent juste à prouver que y avait des hommes qui étaient enterrés avec des gamelles. Ils étaient enterrés avec du matériel de cuisine. Est-ce que ça veut dire que c'était des cuisiniers? Peut-être. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que ils respectaient les gens qui étaient capables de faire des trucs autres que se foutre sur la gueule? Par exemple, je sais pas, le roi Égile qui s'était fait faire prisonnier qui avait été fait prisonnier par
un de ses ennemis qui voulait l'exécuter. Il l'a libéré parce que le roi Égile faisait de la poésie. Et l'autre, il a fait, putain, c'est tellement beau ce qu'il écrit que je ne peux pas tuer un mec comme ça. Et du coup, il l'a libéré. Donc, preuve qu'il respectait autre chose que la brutalité. Même si c'était des gros velus qui se foutaient sur la gueule. Donc, est-ce que c'est renoncer à sa féminité que d'écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes? Je ne crois pas. Est-ce que c'est parce que t'es un gros velu qui fout sur la gueule de tes voisins pour conquérir du territoire, ça fait que tu ne respectes que ça et que tu ne respectes pas quelque chose d'un petit peu plus délicat? Bah non. La preuve avec le gars Égile. Et puis bon, des mecs qui sont enterrés avec des bijoux et des pinces à épiler et des rasoirs, c'est parce que ils aimaient prendre soin d'eux, les mecs. C'était pas que des gros bœufs comme on nous les montre dans les films et les trucs. Hein. Donc voilà. Après, est-ce que ça fait qu'il y avait des non-binaires ? Il n'y a aucune preuve qui tend à le prouver, comme il n'y a aucune preuve qui tend à dire que bah non, absolument non. On n'en sait rien en fait. Donc affirmer ça, c'est quand même se foutre de la gueule du monde. Allez, on continue. Bref, si l'on doit résumer, est-ce qu'il y a des femmes guerrières chez les Vikings? Eh ben, on sait pas. Merci à tous, abonnez-vous. Cette blague est illégale depuis 2017. Par contre, on a une vraie constante qui se dégage. C'est qu'à la fin, une femme viking est certes inférieure à un homme de statut égal, mais elle domine tout de même un homme de statut inférieur. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura intéressé. Et d'ailleurs... Non. Voilà, alors on est d'accord pour dire que les historiens sont pas d'accord les uns avec les autres, mais que y avait des non-binaires parce que pourquoi pas. Et abonnez-vous, bisous bisous, et allez vous faire enculer les historiens du dimanche. Allez, peace.